Entraînement. J'étudie efficacement un dossier de documents niveau première. Notre étude porte sur la Grande Armée et les conquêtes napoléoniennes. On regarde la présentation. Dès le Directoire, la France commence une politique de conquête en Europe. Le Directoire, c'est toujours la République, et c'est la période qui commence avec la chute de Robespierre en 1794. On étudie la période de 1805 à 1811. 1805, c'est un an après le début de l'Empire. 1811, c'est l'apogée de l'Empire, c'est-à-dire le moment de sa plus grande extension. À la tête de la Grande Armée, Napoléon Ier donc remporte de nombreuses victoires contre les grands pays européens coalisés. Coalisés, ça veut dire Angleterre, Prusse, Autriche, Russie sont alliés contre Napoléon. Ces victoires lui permettent de dominer l'Europe. Problématique, comment Napoléon impose-t-il la domination française en Europe de 1805 à 1811 ? Question 1. On nous demande à partir du document 5 de situer dans l'espace et le temps les grandes victoires napoléoniennes. Pour cela, on regarde donc la carte qui nous donne ces repères spatiaux. Dans le temps, on voit que c'est en 1811 que l'Empire napoléonien est à son apogée. Un apogée, c'est le moment de la plus grande extension donc, de l'Empire. Dans l'espace, on voit que les conquêtes napoléoniennes vont du sud de l'Europe, avec l'Espagne, l'Italie, jusqu'à l'est et au nord de l'Europe. Question 2, toujours le document 5. Quels sont les pays annexés à la France et transformés en départements ? Quels sont les États vassaux ? Donc les pays annexés à la France, annexés, ça signifie que maintenant ils font partie du territoire français, c'est la France des 130 départements. On a par exemple les Pays-Bas, la Belgique, les États pontificaux. Les États vassaux, c'est une référence au système féodal où on a un système de domination du seigneur sur les vassaux. Donc ici, quels sont les pays que l'Empire napoléonien domine ? Ils sont en rose, le royaume d'Espagne, le royaume de Naples, le royaume d'Italie, les provinces illyriennes, la confédération du Rhin, la Suisse, le grand-duché de Varsovie. Même si ce n'est pas demandé explicitement, on peut commenter, interpréter en mettant en évidence tout simplement que cet empire napoléonien à son apogée recouvre toute l'Europe. Napoléon Ier bouleverse complètement l'ordre européen. Question 3, documents 2 et 4. Comment s'explique l'importance numérique de la Grande Armée ? Le document 2 nous renseigne sur une loi votée donc en 1798 et qui permet à Napoléon d'alimenter ses armées jusqu'en 1815. Tout Français est soldat et se doit à la défense de la patrie. L'article 3 montre que l'on peut être volontaire, cependant, il y a une conscription militaire, donc une sorte de service militaire. L'État réquisitionne, c'est-à-dire oblige une partie de sa population à servir les forces armées. La conscription est fixée par l'Assemblée, qui s'appelle le corps législatif, et concerne tous les Français depuis l'âge de 20 ans accompli jusqu'à celui de 25 ans révolu. En apparence, c'est assez égalitaire, mais ce qui va se passer, c'est que parfois, des conscrits désignés faisant partie de familles riches vont payer des citoyens plus pauvres pour qu'ils les remplacent. Le document 4 nous renseigne plus précisément sur l'importance numérique. Donc en 1812, au départ de la campagne de Russie, la Grande Armée compte 613 500 personnes. La moitié, 300 000, sont composés de Français. Tout le reste est composé d'Européens. Napoléon est un excellent orateur. Il sait parler aux soldats. Il les flatte. « Soldats, je suis content de vous. Vous avez à la journée d'Austerlitz justifié tout ce que j'attendais de votre intrépidité, c'est-à-dire de votre courage. Vous avez une gloire immortelle. » Et dans le dernier paragraphe, il explique que tout ce qui sera nécessaire pour assurer le bonheur et la prospérité de notre patrie sera accompli. Il fait donc appel à leur patriotisme et à leur sens de l'honneur. Les soldats de Napoléon, qu'on a appelés aussi les grognards, voueront une grande admiration à leur chef. Les éléments qui montrent l'ampleur de la victoire à Austerlitz sont dans la deuxième partie du premier paragraphe, où Napoléon décrit une armée de 100 000 hommes, commandée par les empereurs de Russie et d'Autriche, qui a été en moins de 4 heures dispersée ou coupée. Question 5, document 6.
On a un document qui évoque ici la bataille d'Eylau, en Prusse orientale, certes gagnée par les Français, mais particulièrement meurtrière. Quelles sont les différentes formes de combat évoquées dans le texte? Eh bien, on voit qu'on a des combats traditionnels qui ressemblent encore à ceux du XVIIIe siècle, où on a des hommes en colonne armés de baïonnettes qui vont à la rencontre les uns des autres et qui sont suivis par des charges de cavalerie, c'est-à-dire de chevaliers. Mais on a une autre forme de combat qui sera celle du début du XIXe siècle, qui utilise la batterie d'artillerie, les boulets de canon. Et donc on voit que ces batailles du XIXe siècle sont particulièrement meurtrières parce que elles sont à la fois un combat d'homme à homme, mais avec de nouvelles armes particulièrement meurtrières. C'est d'ailleurs à la fin du XIXe siècle que le Suisse Henri Dunant crée la Croix-Rouge pour justement porter secours aux blessés de guerre dans ces conditions particulièrement horribles.